Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un invité de marque, Xavier Daval. Il est le CEO de Kilowatt Sol, président de Serre Solaire et coprésident de GSC. Avec une telle expertise, Xavier nous partagera son point de vue unique sur les énergies renouvelables, le développement durable et l'avenir de la transition énergétique. Avant de plonger dans cette interview passionnante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains épisodes. Cliquez sur le bouton d'abonnement juste en dessous et activez la cloche de notification pour être les premiers informés de nos nouvelles publications. Le photovoltaïque sera et est le vecteur énergétique du 21e siècle. C'est quelque chose d'extraordinaire qui est en train d'arriver. C'est un tsunami qui va changer les usages, même les équilibres économiques du monde. Et donc c'est passionnant, c'est enthousiasmant. Et puis quand on est français, c'est excessivement frustrant. Alors, vous avez été précurseur sur le sujet du solaire. Comment vous y êtes venu? Par accident. Racontez-nous. Sur un coup de tête. En 2006, en janvier 2006, je suis remercié par le groupe américain qui m'embauche depuis 10 ans. En 3 minutes, à l'américaine. Je travaillais pour le leader mondial de l'outillage pour l'industrie électronique. Mon entretien annuel a duré 3 minutes. Mon job avait disparu. Et donc, c'est comme ça qu'on dit en anglais, your job is redundant. Ça veut dire que le poste n'existe plus et voilà, vous êtes dehors. D'accord. Voilà. C'est dont acte. Et je me suis dit, j'avais fait le mercenaire pour Wall Street pendant 10 ans, en bon soldat, et je me suis dit, j'ai pas envie de continuer, je vais changer. Donc l'idée de se mettre à son compte, et puis 2, de chercher un sujet. Et dans les sujets qui m'interpellaient, je me suis dit, l'eau, la bouffe, l'énergie, c'est ça les challenges du 21e siècle. L'eau, je suis pas chimiste. La bouffe, je suis pas très bon en cuisine. Il restait l'énergie, et parmi les énergies, j'avais entendu parler pas mal du solaire parce que je gérais toute l'Europe et qu'en Allemagne, en janvier 2006, pour revenir aussi à l'époque, ils commençaient à faire des choses et je me suis dit, je vais aller voir. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé à un salon. Dans un Biergarten, j'ai croisé un installateur. Il m'a dit, j'ai un chantier qui attaque lundi. Je lui ai dit, j'arrive. Voilà, et je suis allé installer des panneaux. D'accord. Ça a commencé comme ça. Donc vraiment en bas de la gamme, en bas de l'échelle, si je puis dire. Mais l'objectif, c'était effectivement de voir, concrètement ce que c'était. Et ça faisait beaucoup de sens. Et je me suis dit, c'est peut-être le bon sujet. Voilà. Et ça a commencé comme ça. D'accord, merci beaucoup pour ce partage. C'est effectivement très très intéressant. Et sur le solaire ensuite en France, vous avez dit que c'était un peu dommage d'être en France. Expliquez-nous pourquoi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, je commence de plus en plus à avoir la conviction que on a construit une représentation mentale du solaire excessivement biaisée en France, du solaire et des renouvelables en France. Parce qu'en fait, on a construit un imaginaire collectif, une histoire collective autour du nucléaire qui est empreinte d'un passé glorieux, etc., qui, par effet de contraste, fait que tout ce qui n'est pas nucléaire est néfaste, nuisible, anecdotique. Et moi, ce qui me frustre, c'est que trop conscient de la valeur et du potentiel du solaire, je me dis que la France va passer à côté de l'histoire par arrogance ou par nostalgie. D'accord. Parce qu'en fait, le système nucléaire français est un outil industriel extraordinaire, mais qui est compatible avec une toute petite poignée de pays dans le monde et qu'il n'est pas la solution à l'énergisation du 21e siècle. Exact. Est-ce que vous êtes favorable aux subventions du solaire d'ailleurs en France?
mais les subventions du solaire sont de plus en plus minimes. Et, il faut considérer qu'aujourd'hui, tous les appels d'offres fonctionnent sur le principe d'un complément de rémunération, ce qui veut dire que que tous les projets vendent leur électricité au marché et sont garantis avec l'État que si le prix auquel ils ont répondu à l'appel d'offres n'est pas atteint, l'État fait la complément, mais si le prix du marché est supérieur, le projet rembourse à l'État la différence. Et ce système symétrique, ce système en miroir, en fait, apporte à ces projets l'ombrelle de la signature de l'État pour aller chercher les taux d'intérêt les plus bas et donc garantir le prix de l'électricité la plus basse. Et somme toute, aujourd'hui, on le voit sur les derniers appels d'offres au sol, on est à une soixantaine d'euros le mégawattheure, qui grosso modo représente le prix où est l'électricité aujourd'hui. D'accord, oui. Donc, il y a... Entendu. Donc le temps des tarifs d'achat extraordinaires du début, c'était en 2007, en 2008, en 2010, mais on n'est plus là, heureusement. Entendu. Et du coup, vous avez une partie de votre activité qui est à l'export aussi, ou vous faites tout en France? Oui. Non, on fait une grosse partie de notre activité à l'export. Alors, parlez-nous de votre marché, qu'est-ce qui est plus simple et comment le solaire est apprécié? Alors, déjà, le kilowattheure, nous sommes des experts. Donc, dans notre métier, c'est un métier de tiers de confiance. J'allais dire, on est des facilitateurs de solaire. On est là pour résoudre la complexité et permettre, en général, le financement des projets. Parce que les investisseurs, les financiers, en général, redoutent les incertitudes et ont besoin donc de gens capables d'aplanir le chemin de cette complexité. C'est notre rôle. Et donc ça, on le fait mondialement et on le fait au travers d'un nombre assez important de prestations, assez larges, qui vont du diagnostic de centrale qui ne marche pas bien, par exemple. Donc ça, c'est d'un côté du spectre. On utilise des moyens big data, du machine learning pour lire le comportement d'une centrale et en déduire les causes de son dysfonctionnement. Et puis de l'autre côté, on accompagne un certain nombre de grands acteurs, par exemple dans la bancabilité de leurs innovations, parce que quand il y a des innovations qui arrivent sur le marché, elles sont indispensables parce qu'on est dans une industrie très dynamique qui bouge vite. Mais comme toujours, les financiers étant plutôt hostiles à l'innovation, tant que c'est nouveau et qu'ils ne comprennent pas, ils ne financent pas. Donc il faut ce rôle d'intermédiation que nous assurons pour expliquer la complexité et démontrer qu'elle est parfaitement bancable. Donc, vous voyez, notre spectre, il est large. Et donc, on intervient par exemple, dans la compréhension technique de projets quand ils changent de territoire. Là, on vient de faire une série de projets en Finlande, par exemple, où personne n'avait jamais fait de projet en Finlande. Et donc, il y a des caractéristiques dans le climat qui sont compliquées, notamment la neige. Il neige beaucoup en Finlande. Il y a 4 mois par an où il neige pas, pour le dire à l'envers. Donc, on voit bien que c'est pas quelque chose de simple, et dans lequel il faut être capable de modéliser la neige et l'impact de la neige sur les panneaux solaires, par exemple. Et donc, ça fait appel à beaucoup de physique, et c'est ce qu'on maîtrise bien chez Kilowatt-Sol. D'accord. Donc ça, c'est des projets donc de fermes solaires que vous suivez, que vous opérez. Oui. Quels sont On n'opère pas, hein, on n'opère pas. On est juste auditeur. On est juste là pour poser le diagnostic initial et dire ce projet il produira tant et donc le rendre finançable. D'accord. Donc vous devez avoir une vue, j'imagine, sur tous les projets, enfin les grands projets du moment. Est-ce que vous en avez certains en vue qui sont extrêmement encourageants pour le solaire en général et qui vont être des cas d'usage? Tous, parce qu'en fait, j'allais dire, si vous voulez un peu des éléments qui sont sympas pour votre article, le projet finlandais qu'on vient de faire, je pourrais le qualifier du plus mauvais projet de Kilowatt-Sol en termes d'efficacité, parce que l'ensoleillement finlandais est l'un des plus faibles du monde. C'est vrai que on arrive à faire des projets en Finlande, et Kilowatt-Sol a fait des projets au Chili, dans le désert de l'Atacama,
les meilleurs projets du monde. Eh bien, l'écart entre le plus mauvais projet et le meilleur projet, c'est un facteur 3. Le projet chilien produit 3 fois plus que le projet finlandais. Le projet finlandais produit 3 fois moins que le projet chilien. 3,3 pour être précis. D'accord. Et donc, un spread de 3, un écart de 3 dans la performance, à l'échelle d'une ressource naturelle, ça n'existe pas sur la planète. Quand vous comparez, me dites pas que l'Angleterre avec l'offshore de la mer du Nord a 3 fois moins de pétrole que l'Arabie Saoudite. Ouais, là, c'est vrai que c'est des écarts importants. Me dites pas que les réserves des gaz de lac sont 3 fois inférieures à celles de la Russie. Donc on voit bien que un spread de 3 sur une ressource naturelle, ça n'existe nulle part. D'où, encore une fois, c'est un des arguments qui plaide en faveur du solaire pour être l'énergie, le vecteur énergétique du 21e siècle. Parce que du solaire, ça marche partout. Exactement, exactement. Et sur le stockage d'énergie, est-ce que vous pouvez en parler et est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est un complément indispensable, surtout sur ces sujets de fermes solaires? Alors, je ne le dirais pas comme ça. Je dirais que le stockage est un corollaire indispensable, est un des corollaires du solaire. Pourquoi? Parce que le solaire, comme beaucoup d'énergies renouvelables, est une énergie intermittente. Et voilà. Mais le stockage, ne perdons pas de vue, le stockage c'est du temps. Le solaire c'est de l'énergie. Si je n'ai pas d'énergie, je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de problème de temps. Donc, j'allais dire, c'est un problème de riches. Et moi qui travaille dans le monde entier, je peux vous assurer que dans certains pays, avoir de l'énergie, même que 5 heures par jour ou 6 heures par jour, c'est beaucoup plus que de ne pas en avoir du tout. Et que le problème du stockage est un problème de riches, d'enfants gâtés, qui disent, non seulement j'ai de l'énergie, mais je la veux entre 17h41 et 18h54. Exact. Très bien. Donc, c'est pour ça que, bien sûr, bien évidemment, que le stockage est tout de suite la question suivante des renouvelables, qu'on va le maîtriser, qui va s'améliorer, mais ne perdons pas de vue qu'il est d'abord important de produire des kilowattheures pas chers, parce que c'est le premier ordre, et qu'ensuite on trouvera des solutions pas chères pour les moduler dans le temps, et donc pour améliorer la qualité du service. Mais n'avançons pas les choses, le stockage n'est pas un prérequis au déploiement du solaire. D'accord. Oui, vous l'avez très très bien expliqué. Et petite dernière question sur tout ce qui va être engagé dans ces nouvelles ressources. Est-ce que vous croyez à un shift complet de fossiles vers renouvelables? Mais moi, j'allais dire, je crois en rien. Je suis excessivement factuel et je vis au jour le jour. Je dis simplement que quand je lis le dernier rapport de l'IAE, quand je lis le dernier rapport du GIEC, vous regardez tous leurs scénarios, ils vous disent qu'à horizon 2050-2060, le premier vecteur énergétique de la planète est devenu le solaire. Et qu'il est devenu plus gros que ce qu'était aujourd'hui l'industrie pétrolière, par exemple. Donc, on est quand même face à quelque chose qui va être une révolution. Je ne connais pas l'histoire entre aujourd'hui et 2050, mais je sais qu'à l'arrivée, c'est nous qui gagnons. Le solaire, oui. Le solaire. Ok. Bah, écoutez, merci beaucoup. C'est un très bel échange et un très bon point de vue, notamment sur le stockage. Merci beaucoup. Je vous enverrai le lien dès que c'est en ligne. Super, merci. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.